Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce direct, pour ce live sur les grandes tendances de la restauration. Alors nous sommes à J-26 de notre sortie de notre étude restauration nationale sur les chiffres surtout et les grandes tendances. Alors je vous préviens tout de suite, cette étude est très étonnante. Euh, euh, il y a maintenant quelques tendances que je souhaiterais vous délivrer en avant-première. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que 2022 a été une année de rattrapage de plaisir euphorique, et je vais le développer, qui demande à être désormais géré et managé avec une certaine agilité. Alors bon, on va essayer de développer tout ça. D'abord, ce qui est très étonnant dans cette étude, c'est qu'il y a trois paramètres qui, pour la première fois, sont au vert. La première, c'est le nombre de sorties hors de notre domicile qui est en croissance à deux chiffres. Et je vous donnerai les deux chiffres quand cette étude sortira, parce que c'est assez incroyable. Et quand je dis croissance à deux chiffres, c'est croissance à deux chiffres sur l'année 2019 et non pas sur l'année 2021. Donc vous imaginez, c'est pour ça qu'on appelle ça une croissance euphorique. Pour vous donner juste l'information, les bars, par exemple, sont à plus 35%, je dis bien plus 35% par rapport à l'année 2019. Deuxième paramètre qui est au vert, le temps de stationnement dans les restaurants. Il a augmenté de plus de 10%. 35 minutes aujourd'hui contre 31 minutes il y a encore 2 ans. Donc on reste un peu plus longtemps pour se faire évidemment plaisir. Et alors la dépense moyenne également est en croissance à deux chiffres. Et ça n'a rien à voir avec l'inflation, puisqu'on parle de 2022. L'inflation ne pèse pas sur toute l'année 2022. Ce n'est pas par rapport à l'inflation, c'est par rapport à des prix qui ont augmenté, c'est par rapport à des gens qui restent plus longtemps, qui veulent se faire plaisir, j'ai dit rattrapage de plaisir, bref tout ça, avec des sorties plus importantes. La restauration n'est pas encore un budget de manœuvre. Pourquoi je dis encore? Parce que j'aimerais bien que ça soit pas d'ailleurs. Aujourd'hui, les budgets de manœuvre, on les connaît. Les budgets de manœuvre, c'est tout ce qui est électroménager, notre caddie, les télécommunications. Ça, ce sont des budgets de manœuvre dans le ménage. Les budgets qui ne sont pas de manœuvre, autrement dit, où le consommateur ne souhaite pas pour l'instant diminuer ses dépenses. Je dis bien pour l'instant, beauté, cosmétiques, hôtellerie, ferroviaire, aérien, ce sont des budgets qui pour l'instant ne régressent pas. Et évidemment la restauration. On a aussi constaté autre chose, c'est qu'on a une consommation responsable qui ralentit. C'est très très curieux, je pense notamment au bio qui est en décroissance lui à deux chiffres. On a une stabilité, voire une régression. Alors ça dépend comment on regarde les choses, de la livraison. Je vous rappelle qu'en 2019, la livraison, elle pesait 4% du marché global de la consommation alimentaire hors domicile. En 2022, elle pèse aux environs de 8%. Donc c'est bien, il y a une très belle progression, mais ça n'est que 8% du marché global. Alors est-ce trop tôt? A-t-on retrouvé des habitudes plutôt de consommation sur place? Les frais de livraison qui sont énormes, que le consommateur paye d'ailleurs en bout de pisse. On a une préférence notoire pour le click and collect, qui est la vente à emporter digitalisée, ou pour la vente à emporter, qui est le click and collect à l'ancienne, si vous préférez. On peut noter également qu'on a un midi-semaine qui s'envole. Alors certains d'entre vous doivent se dire un midi-semaine qui s'envole, mais comment c'est possible avec le télétravail? Alors d'abord, il s'envole parce que d'abord on continue à déstructurer notre repas. Et je vous parlais du télétravail. Le télétravail qui pèse somme toute assez peu. Il y a 9 millions d'emplois télétravaillables en France sur les 27 millions. Un quart de ces 9 millions, c'est-à-dire 2,250, télétravail environ 2 jours par semaine. Bref, le télétravail, je n'ai pas dit qu'il pesait rien, attention, il pèse peu. Il est très grosse agglomération, il est très grosses entreprises.
Autre chose qui ne nous surprend pas trop, c'est que nous sommes sur un grand retour de la gamelle. Pour vous donner une information, en 2015, la gamelle correspondait à peu près à 9% des salariés tertiaires plutôt féminins. 9% des salariés tertiaires avaient plus ou moins recours à la gamelle. En 2022, on est passé à 15%. 15% utilisent plus ou moins la gamelle. Alors là, effectivement, il peut y avoir des problèmes de pouvoir d'achat. Mais il y a 6% des salariés qui échappent au réseau de la restauration dite commerciale ou même de la restauration collective. Et enfin, un soir semaine qui est plutôt en stagnation, voire en régression, lié évidemment au pouvoir d'achat, et puis lié à une année cinématographique. Je vous rappelle que le cinéma a beaucoup d'impact le vendredi soir et le samedi soir sur la restauration. Une année cinéma qui n'a pas été très très bonne, voire en régression. Un week-end globalement, et quand je parle du week-end, c'est vraiment le samedi midi, vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, qui est plutôt en forte progression, pas en très forte, en forte progression. Le samedi midi, il monte, le samedi soir et le vendredi soir explose, et le dimanche midi est plutôt stagnant. Il y a quand même des mauvaises nouvelles en toile de fond. C'est qu'on s'est aperçu qu'il y a un restaurant sur deux qui ne survit pas au-delà de 5 ans. Je répète, un restaurant sur deux qui ne survit pas au-delà de 5 ans. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Alors, il y en a une qui va peut-être vous étonner, c'est que il y a 87% des 145 000 restaurants qui sont pilotés par des autodidactes qui n'ont pas été formés à la gestion. On parle beaucoup d'inflation qu'il faut gérer. Et au management, on parle beaucoup de la pénurie de personnel qui nous oblige à manager. Alors j'ai rien contre les autodidactes, j'en suis un, vous le savez. C'est que l'immense majorité des restaurateurs n'a pas été formée à ces disciplines de l'entreprise. Et on n'a pas eu trop d'ailleurs besoin de les utiliser ces 20 dernières années. Maintenant, on a besoin de les utiliser. C'est pour ça peut-être aussi que ceux qui sortent des grandes écoles, qui nous montrent des restaurants depuis maintenant une petite dizaine d'années, quand je dis des restaurants, de la restauration rapide, des restaurants avec service à table, enfin bref de tout, eux sont assez à l'aise sur ces problématiques de gestion et sur ces problématiques de management. Mais il y a aussi une autre raison que j'évoque très souvent avec les syndicats patronaux. Ils sont moyennement d'accord avec moi. C'est parce que aussi la restauration fait partie des rares métiers qui n'ont pas de barrière à l'entrée. Et c'est vrai que si je veux monter un salon de coiffure, il me faut un BEP de coiffure. Si je veux monter une pharmacie, il me faut une licence de pharmacie. Si je veux monter un restaurant, il me faut rien. Est-ce bien? Est-ce pas bien? C'est pas aujourd'hui qu'on va ouvrir le débat. Le débat est ouvert depuis de nombreuses années et pour l'instant, on n'a pas pris la décision de mettre une barrière à l'entrée. Et je sais même pas d'ailleurs, franchement, si c'est une bonne chose de mettre une barrière à l'entrée. On freinerait des créatifs. Mais en même temps, on limiterait peut-être la casse de gens qui pensent que la restauration, c'est facile. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. Bref, tenir un restaurant est devenu très complexe aujourd'hui et fait désormais appel à des savoir-faire qu'on n'a pas toujours appris ou pas toujours travaillé. Je pense notamment au marketing, à la stratégie, au management, à la gestion, je l'ai dit, à la finance. Voilà. Mais ce qui est paradoxal dans cette explosion de la création qui est supérieure d'ailleurs aux défaillances en 2022, c'est pour ça que le solde des établissements est positif, ce qui est paradoxal, c'est que le Covid, et je parle des confinements, je parle des années 2020 et 2021, nous a fait basculer dans une recherche de qualité de vie, une meilleure qualité de vie. Et en même temps, la création de restaurants a explosé depuis 2020. C'est très paradoxal parce que, franchement, vous le savez très bien, c'est pas en faisant de la restauration qu'on améliore sa qualité de vie. Je dirais que c'est plutôt le contraire, qualité de vie personnelle, bien entendu. Et ce qui nous inquiète un peu dans cette étude, c'est que nous allons vers des taux de défaillance très importants, malheureusement en 2023 et 2024, avec des créations qui devraient ralentir, parce que les financiers vont peut-être pas continuer à financer des gens qui appréhendent mal
la restauration ou qui n'ont pas les compétences pour ou qui n'ont pas les disciplines en main telles que je précisais tout à l'heure, management, gestion, marketing, etc., etc. Mais je pense, et je reviens et je termine sur les créateurs n'imaginent pas un seul instant la complexité du métier, la professionnalisation du métier et leur qualité de vie qui va vraiment partir en vrille. On a plusieurs signaux aussi qui s'entrecroisent et complexifient la compréhension de ce qui se passe, mais surtout de ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui dans la restauration. Il y en a plusieurs. Je vais essayer de vous les résumer, mais elles seront très développées dans notre étude qui va sortir, je vous le rappelle, dans 26 jours. On a des décisions, l'acte d'achat, de plus en plus spontané et de moins en moins prémédité. Alors ça bouleverse un peu les habitudes. Pourquoi ? Parce qu'on peut se poser la question, faut-il continuer à faire des résas ou pas ? C'est aussi un débat aujourd'hui. Il y en a qui disent non, moi je fais pas de résa, premier arrivé, premier servi. Et sans résa, je fais plus de chiffre d'affaires qu'avec des résas à cause des no-shows, etc. Alors maintenant, il y a les empreintes bancaires, etc. Je suis pas persuadé que ce soit la bonne chose parce que ça peut être dissuasif l'empreinte bancaire. Alors c'est pas dissuasif, c'est marrant quand on réserve une chambre d'hôtel sur Booking parce que on nous dit qu'elle est annulable et si j'ai pas annulé tel jour, et ben on me prélève le prix de la chambre. Ça gêne personne. Mais dès qu'on parle d'empreinte bancaire pour la restauration, ça devient dissuasif pour certaines personnes. Et puis à partir du moment où on dit pas de résa, et je gère le premier arrivé, premier servi, il faut qu'on ait une compétence qu'on n'a peut-être pas tous, qui est la gestion des flux, la gestion de la salle, gestion des attentes. Ça, il faut savoir aussi, quand on a une queue devant le resto, il faut savoir gérer l'attente, il faut gérer la salle. On voit d'ailleurs des restaurants qui travaillent que comme ça, avec des files d'attente qui peuvent durer entre 1 heure, 1 heure et quart, voire 1 heure et demie, et qui sont en contact radio avec la salle, qui leur indique j'ai une table de 2 qui est en train de se libérer, par contre j'ai une table de 3 et une table de 4 qui est disponible, enfin bref. Ça, il faut savoir effectivement le gérer. 2, on a des actes d'achat. Je suis toujours sur l'acte d'achat de choisir tel ou tel restaurant qui se décide de plus en plus en partant du produit, que l'on a envie de consommer au moment où on va sortir, je pense notamment au midi, mais surtout le soir et le week-end dans un cadre loisir, alors qu'avant, on était plus sur une décision liée à l'enseigne. Et là, il y a un petit changement très important qui va nous obliger peut-être à communiquer pour la restauration de manière très différente. 3, on note un repli, comment je pourrais le qualifier, de sécuritaire, sur une tradition française. Alors ça peut paraître étonnant au moment où la street food s'envole. C'est vrai, mais c'est les deux chemins qui sont empruntés aujourd'hui. Et quand je dis un repli sécuritaire sur la tradition française, je pense notamment à l'explosion des bouillons depuis quelques années qui font des très gros scores. Non pas avec des gens moins fortunés, c'est pas vrai, parce qu'on trouve des cols blancs, on trouve des familles, on trouve vraiment tout type de clientèle dans les bouillons. Je crois que c'est le concept du bouillon, un peu régressif, un peu tradition, plat iconique, etc., qui plaît beaucoup plus que le prix bas. Et 4, et en même temps... je disais, on a de plus en plus envie, en alternative à ce repli sécuritaire, d'autres choses, de découvertes, de cuisine venue d'ailleurs, et c'est là où effectivement la street food rentre en jeu, la street food ethnique premium, je dis bien street food ethnique premium, je pense aux cuisines asiatiques, cuisines d'Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, qui arrivent fortement en street food, l'Amérique du Sud, bien entendu. Bref, il y a aujourd'hui une forte poussée parallèle de ces cuisines-là découvertes, je me répète, à côté de ce besoin de retour à la tradition française. Certains diront que c'est paradoxal. Non, je crois pas. Je crois qu'on est à une consommation et une envie de consommer à double vitesse. 5,
une digitalisation qui est en train de se positionner très clairement. Alors là, je m'explique, ça fait quelques années qu'on dit attention à la digitalisation, etc. Mais là, on sent très nettement que la digitalisation front, côté client, je ne parle pas de la back pour gérer son froid, ses stocks, son personnel, je parle de la digitalisation front, est sérieusement installée dans la vente au comptoir, dans la restauration rapide, dans le fast-food, appelez ça comme vous voulez, dans le snacking. Ça, c'est très installé à toutes les séquences du parcours client. Pourquoi ? Parce que dans la restauration rapide, dans la vente au comptoir, on n'a quasiment pas besoin de contact humain. On est sur des menus boards, on est sur des bornes, on est sur des applis, on n'a pas besoin d'avoir un échange. C'est justement mon 6e point, la digitalisation front qui a du mal à s'installer dans le service à table. Et quelque part, c'est assez logique. Pourquoi ? Parce que le service à table demande ou redemande de plus en plus de contact humain, de se faire chouchouter, se faire accueillir, se faire placer, se faire suggérer, donner envie au moment de la prise de commande, au moment où je pose l'assiette, il faut qu'on dise quelque chose, au moment où je débarrasse, il faut que je redise autre chose. Enfin bref, toute la séquence interne au restaurant avec service à table ne peut pas, pour l'instant en tout cas, se digitaliser. Le consommateur n'en a vraiment pas envie. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il se pourrait que dans une dizaine ou une quinzaine d'années, avec la génération Z qui pousse, peut-être qu'il faudra se mettre à la digitalisation front. Mais ça sera une autre histoire. Ce que je voulais vous dire avant de vous faire une synthèse, c'est que 2023, nous venons de finir le premier quadrimestre 2023, et il est très particulier ce quadrimestre parce que on est sur un janvier-février qui poursuit l'euphorie de 2022, on est en croissance encore une fois à 2 chiffres sur 2022 janvier-février, mais ces 2 chiffres, vous les verrez dans l'étude qu'on va sortir dans 26 jours, ils sont très impressionnants. C'est pas un chiffre, c'est pas 2 chiffres petits, c'est 2 chiffres très très hauts. Et il se passe quelque chose en mars-avril, hormis le week-end de Pâques, où on a un décrochage très violent. Alors on me parle de la météo, on me dit oui mais le ramadan, oui mais le pouvoir d'achat, oui mais l'inflation, ok. Mais les 2 premiers mois de janvier-février, mais vraiment on continue sur l'euphorie et boum, décrochage. Et à l'heure où on se parle, à la veille du 1er mai, à part le week-end de Pâques qui a redécollé, nous sommes retombés aux alentours de 15 à 20% en dessous. J'espère que en dessous 2022, on est bien d'accord, parce que par rapport à 2019, ce décrochage est à étal. C'est un mars-avril équivalent à peu près, alors au niveau national bien entendu, à janvier-février 2019. Bon, ce qui n'est pas dramatique, mais c'est dommage derrière ce janvier-février euphorique qui est cet arrêt. J'ai du mal à croire que mai, juin, juillet soient sur la même lignée. Je pense plutôt qu'on va repartir. Et puis peut-être que, oui, effectivement, quand on me dit la météo, c'est vrai que la météo, elle donne pas envie d'aller au resto, d'aller sur les terrasses, etc. Il fait encore un peu froid, un peu partout en France. Bref, en synthèse. Nous sommes sur un marché qui est extrêmement porteur, toujours. Il sera à 2 chiffres sur les 2-3 prochaines années, mais c'est sûr et certain, pour toutes les raisons qu'on évoque depuis un certain nombre d'années, sur les sorties à midi, sur les sorties le soir, etc. Il est devenu ce marché ultra concurrencé. Et oui, il n'y a pas que les restaurateurs qui font de la restauration aujourd'hui. On a de plus en plus d'acteurs autour de ce gâteau qui grossit. Et quand je parle des acteurs, n'oublions pas les pétroliers, les cinémas, les grands magasins, les magasins tout simplement, le retail, les métiers de bouche. Enfin, je veux dire, tout le monde aujourd'hui nourrit les gens en dehors de leur domicile. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui se greffent autour de ce marché qui pèse, vous le verrez dans 2-3 semaines quand on va sortir notre étude, un marché qui passe la barre des 100 milliards d'euros. Je répète, 100 milliards d'euros. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui s'invitent autour de la table. Mais c'est un marché aussi, s'il est ultra concurrencé, un marché très porteur qui est résilient. La restauration est toujours debout malgré les crises successives.
Et puis une mutation qui se poursuit à grande vitesse. Même nous qui sommes à l'affût de tout ce qui se passe, on s'accroche depuis 2-3 ans parce que ça va très vite. Et il est en mutation toujours, aussi bien côté des acteurs, des restaurateurs, ceux qui font de la restauration, que des consommateurs. Donc quand vous avez un secteur où les deux bougent au même moment, ça crée cette mutation profonde qui n'est pas terminée. Et puis un secteur qui est très perturbé, bien évidemment, non pas par les fréquentations, par le chiffre d'affaires, elles sont super bonnes, mais dans son modèle économique. Et aujourd'hui, vous avez les 3 lignes du compte de résultat que sont, et vous les connaissez parfaitement bien, le coût matière, les frais de personnel et le coût d'occupation, je parle du loyer, qui pèsent, alors si on aligne toutes les formules de restauration, du snacking jusqu'à la très haute gastronomie, qui pèsent entre 55 et 95% du chiffre d'affaires. Donc quand vous avez 3 lignes comme ça qui sont très turbulentes, la première, coût matière avec l'inflation, la deuxième, les frais de personnel avec la pénurie de personnel, et la troisième avec des loyers qui deviennent complètement dingues à absorber, eh bien oui, c'est un secteur qui est très perturbé malgré qu'il soit porteur. Donc tout n'est pas rose, on est sur une bonne trajectoire, mais je répète, c'est ce que je vous disais tout au début, on est sur une excellente trajectoire qui est extrêmement porteuse, mais il faut se mettre à gérer et à manager et à faire du marketing, chose qu'on n'était pas obligé de faire jusqu'à présent. Maintenant, on est obligé de le faire. Je vous rappelle que cette étude restauration sort le 23 mai, pour être très précis. Il y aura évidemment un communiqué de presse. Il y a des médias qui nous ont demandé une exclusivité sur cette sortie. Et puis nous avons organisé, vous serez prévenus sur les réseaux sociaux, une masterclass le 8 juin, que j'aurai le plaisir d'animer, sur justement cette étude restauration, ses conclusions et ses chiffres surtout, qui expliquent un peu tout ce que je viens de vous dire. Voilà, eh bien écoutez, j'espère avoir été complet dans un minimum de temps. Je vous souhaite une très bonne continuation, un très bon week-end. Et puis, ne vous inquiétez pas, nous sommes sur un marché qui est très porteur. À très vite.